Voilà, alors première intervention, on accueille. Alors, les premières interventions vont être consacrées aux expositions en bibliothèque. Et on accueille donc d'abord Marine Planche, qui est conservatrice en chef des bibliothèques, adjointe au responsable du Centre national de la littérature pour la jeunesse à la BNF. Elle a assuré en 2019 le commissariat d'exposition Ne les laissez pas lire, polémique et livres pour enfants. Et puis sa communication s'appelle aujourd'hui Ne les laissez pas lire, retour sur une exposition sur panneau. Et en vision, on accueillera ensuite Muriel Modelli, bibliothécaire responsable des collections patrimoniales jeunesse, mais également de la collection du livre d'artistes à Toulouse. Elle a plus particulièrement en charge l'accroissement, la valorisation et la médiation des collections patrimoniales de littérature jeunesse au sein de la bibliothèque de Toulouse. À ce titre, elle participe à la bibliothèque patrimoniale au comité de pilotage du plan régional Occitanie de conservation partagée jeunesse piloté par Occitanie Livre et Lecture. Voilà, donc Marine, c'est à toi. Merci beaucoup. Ça va, vous m'entendez bien? Donc, soit sans fil, soit sinon celui-là, c'est très très très. Celui-là, très bien. Comme ça va. Merci Laurence, merci Hélène aussi pour l'invitation. Moi je suis ravie de venir vous parler aujourd'hui dans cette belle médiathèque. Je suis très honorée de commencer cette journée sur les expositions de littérature jeunesse et je vais donc vous parler pendant quelques minutes pour commencer de cette exposition qui a eu lieu en 2019 à la BNF. De septembre à décembre 2019 et qui s'appelait donc Ne les laissez pas lire, polémique et livres pour enfants. Je vais essayer de vous raconter un petit peu rapidement pourquoi on a fait cette exposition, quels étaient nos objectifs, ce dont on avait envie de parler en fait à l'occasion de cette exposition. Je ferai rapidement quelques coups de projecteur sur certains éléments de l'expo. Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est pas l'objet. Et puis j'essaierai aussi de partager avec vous quelques éléments sur moi de mon point de vue, la manière dont ça s'est passé, ce qu'aurait peut-être pu quelques regrets que j'ai pu avoir sur la manière dont ça s'est déroulé, des choses au contraire qui se sont mieux passées que prévu. Voilà, on a toujours je pense dans ce genre de projet comme dans d'autres des inattendus, des surprises positives ou négatives. Et voilà, je propose de les partager avec vous. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cette exposition Alors déjà, petit retour en arrière. Évidemment, c'est pas la première exposition sur la littérature jeunesse à la BNF. Je ne vais pas forcément toutes les citer. Peut-être juste dire qu'il y avait eu une grande exposition Baba, Harry Potter et compagnie au moment de l'arrivée de la Joie par les livres à la BNF en 2008, voilà, qui était un peu la grande exposition fondatrice. Et qu'on avait fait avec Jacques ici présent une exposition consacrée au carnet de Georges Lemoine en 2016 suite à un don conséquent que nous avait fait ce grand illustrateur. L'exposition Ne les laissez pas lire, elle part dans une direction un petit peu différente et pour un projet un peu différent, c'est-à-dire que c'est une exposition sur panneau, comme le titre de cette communication l'indique. C'est une exposition dans laquelle il n'y avait pas de livre, ou presque pas, et dans laquelle l'idée c'était pas de montrer des originaux, mais j'y reviendrai. L'idée c'était de parler de cette littérature-là, et en fait moi le projet, l'idée de cette exposition, il est né, il s'est concrétisé un petit peu plus précisément dans ma tête, on va dire, suite à un séminaire qui avait eu lieu sur les expositions de littérature à la BNF. J'ai pas repris la date exactement, je me souviens plus si c'était 2017 ou 2018, où il y avait eu toute une journée de discussion sur qu'est-ce que c'est qu'une exposition de littérature, comment on fait pour montrer des livres sans que ce soit pénible pour tout le monde, parce que c'est pas forcément très spectaculaire un livre, et on a envie de tourner les pages en plus quand c'est dans une vitrine, c'est plus compliqué, ça pose plein de problèmes, donc je pense que vous
vous connaissez très bien dans le séminaire qui a été évoqué juste avant, mais c'est pour dire qu'en réfléchissant à cette idée de montrer la littérature, moi évidemment la littérature à laquelle je m'intéresse le plus, c'est la littérature pour la jeunesse, et m'est venue cette idée de dire ça serait intéressant de montrer aussi que cette littérature pour la jeunesse, elle est très révélatrice aussi de tout ce qui peut se passer finalement dans la société, de la manière dont on perçoit l'enfance, du rapport qu'on peut avoir au livre, etc. etc. Et donc c'était l'idée de parler plutôt du regard sur la littérature jeunesse que de la littérature pour la jeunesse en elle-même. On est parti aussi parce que c'est le regard sur la littérature jeunesse, mais comme vous l'avez vu d'après le titre, c'est le regard plutôt négatif sur cette littérature qui était le point de départ, donc c'est plutôt une contre-histoire qu'une histoire positive de cette littérature-là. Donc l'idée c'était de revenir sur des polémiques qu'il y a pu avoir ces dernières années, et qui continuent d'ailleurs en partie, notamment la plus célèbre étant celle autour de Tous à poil en 2014, dont vous vous souvenez sans doute avec... Voilà, tous les débats à l'époque, et puis Jean-François Copé montrant ce livre-là en étant scandalisé qu'il soit montré dans les écoles et recommandé par des enseignants. L'idée aussi était de replacer ces polémiques-là dans un contexte historique, en l'occurrence depuis le début du XXe siècle, pour montrer que ce n'était pas non plus un épiphénomène, mais qu'en réalité, des discours critiques sur la littérature jeunesse, il y en a depuis... plus ou moins depuis qu'elle existe, à peu près. Donc on n'est pas remonté jusqu'au 19e, mais voilà, le début du 20e était un bon point de départ. Et puis de montrer aussi les livres. Alors j'ai dit que c'était une exposition où il n'y avait pas de livres. C'est vrai, il n'y avait pas de livres physiques, ou très peu, mais en revanche, on montrait beaucoup de livres sur ces grands panneaux, dont je vais vous montrer quelques exemples un petit peu plus tard, puisqu'on dit, voilà, il y a des livres qui ne sont pas bien pour les enfants, qui peuvent être dangereux, etc., mais lesquels, et pourquoi, et quels sont ces livres, et qu'est-ce qu'il y a dedans. Je voulais aussi montrer un petit peu des exemples, des livres précis qui ont pu être critiqués à certains moments, pour qu'on s'appuie finalement sur quelque chose d'un petit peu concret, même si, là encore, la frustration qui, je pense, se produit toujours à partir du moment où on montre des livres, c'est qu'il faut toujours choisir une couverture, une page, et laquelle, et pourquoi celle-là, et pourquoi pas les autres. Parce que la beauté d'un livre, c'est quand même d'avoir plusieurs pages, et de pouvoir les tourner, et de pouvoir le lire du début à la fin. Donc ça, c'est l'inconvénient de l'exposition par rapport à la lecture, quand même. Mais qu'on peut contourner, et sur lequel qui peut aussi présenter d'autres avantages. Mais donc voilà, montrer quand même ces livres, et puis s'interroger surtout sur ce que ces discours contre les livres pour enfants nous disent de leurs auteurs, de leur époque. C'était ça un peu le projet de départ. Après, il a fallu définir un petit peu un périmètre, puisqu'on ne pouvait pas parler de tout, il y aurait eu beaucoup d'autres options possibles. On aurait pu parler par exemple de toute la question de l'audiovisuel, de la télévision, des attaques qu'il y a pu y avoir contre les mangas et la télévision dans les années 80 par exemple, si je prends juste un exemple, contre le jeu vidéo, etc. Moi j'ai décidé de rester dans le périmètre du livre et des journaux, et des bandes dessinées, des albums, des romans, etc. Mais disons de l'imprimer, de rester dans un périmètre français aussi. Pourquoi ? Parce qu'il était question aussi de la loi de 49 sur les publications pour la jeunesse, qui joue un rôle très important dans l'évolution de l'édition française pour la jeunesse, et pas seulement française, belge aussi. Donc on a un peu annexé la Belgique dans cette histoire-là, parce que c'était très intéressant d'en parler aussi, et de voir comment justement dans un autre pays, il pouvait y avoir des répercussions très fortes de cette loi de 49 sur l'évolution de la bande dessinée en particulier. Donc parler de la loi de 49, ça tombait bien, c'était les 70 ans de l'anniversaire de cette loi, donc ça permettait aussi de s'accrocher à cette date-là, et puis rester sur le XXe siècle, en partant de 1904, et je vous expliquerai pourquoi, et en arrivant jusqu'à la période la plus contemporaine, pour aussi qu'on soit dans des problématiques que les gens... qui évoquent des souvenirs récents un peu à tout le monde. Je ne voulais pas faire quelque chose de très patrimonial, mais au contraire aller sur du contemporain, le plus contemporain. Alors, quel dispositif on a choisi ? C'est une exposition qui s'est déroulée dans ce qu'on appelle l'allée Julien Quint à la BNF. Donc je vais vous montrer des images pour ceux
qui ne connaîtraient pas, donc c'est un grand couloir en vrai. Hein. Alors c'est un couloir très très grand parce qu'on est dans un bâtiment très très grand et très monumental, mais c'est totalement rectiligne et donc totalement linéaire, ce qui est aussi une contrainte particulière. C'est aussi pour cette raison-là qu'on a choisi de faire un déroulé chronologique, parce que voilà, on est dans une ligne, et donc le plus pédagogique, on va dire, et le plus clair dans la compréhension du propos, c'était de partir du début et d'arriver jusqu'à la période la plus récente en suivant ce chemin-là. On est donc sur des panneaux, des reproductions uniquement, mais c'est des grands panneaux. C'est des panneaux de 6 mètres sur 2, donc ça représente quand même voilà, c'est plus grand que ça, quoi. Je ne suis pas l'œil très... Mais ça, voilà, c'est des grands panneaux, on va dire. Et il y en a 16, il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 14, il y en a 16, hein, et il faut occuper les 16 panneaux. Ça aussi, c'était une contrainte de départ. On était dans un cadre très contraint et très précis. Il fallait que l'exposition, elle se construise dans cette matrice-là. On y a donc on a imprimé sur ces 16 panneaux à peu près une centaine de reproductions de livres et éventuellement de certaines images extraites des livres. Et puis le choix qu'on a fait, c'est que on montrait d'abord ces images, donc des couvertures, des pages intérieures, et qu'on accrochait à ces images des citations. Voilà, ça c'était vraiment le dispositif, la construction de l'exposition, en plus du déroulement chronologique, c'était de citer en fait les gens dans les propos qu'ils pouvaient avoir à l'encontre de ces livres, plutôt que de raconter finalement, de donner les vrais mots de ce qui avait pu être reproché au cours des époques à tel ou tel ouvrage. Alors principalement à charge, hein, puisque c'est ça le sujet, et puis de temps en temps quand même aussi à décharge pour rééquilibrer un petit peu quand vraiment c'était un petit peu trop violent, ou pour quand même donner un petit contrepoint de temps en temps. Alors donc ce dispositif très répétitif d'une certaine manière, hein, moi j'ai vraiment construit en choisissant un livre, une citation, un livre, une citation, un livre, une citation, ce qui a... Après, une fois qu'on a fait ce choix-là, il faut s'y tenir, et donc de temps en temps c'est compliqué parce qu'on peut entendre dire par exemple que tel ouvrage a été beaucoup critiqué, mais après il faut trouver la vraie critique et la source précise, qui l'a dit, à quel endroit, en quel terme, et voilà, de temps en temps j'ai pas trouvé la citation, de temps en temps j'avais une super citation, mais la référence du titre était pas hyper précise, donc j'arrivais pas à trouver le livre exact. Voilà, il m'a fallu faire des couples en fait à chaque fois. Et ça, voilà, une fois qu'on a fait un choix, faut aller jusqu'au bout. Ça peut être une contrainte, mais voilà, on y arrive quand même. L'inconvénient de ça, c'est que c'était quelque chose de très un peu plat finalement, puisque à chaque fois une image, un livre, une image, une citation, une image, une citation, ça aurait pu faire un ruban très un petit peu ennuyeux finalement pour le public, et donc c'était très important d'avoir un graphisme qui soutienne ce propos-là, qui lui donne un peu de vitalité et d'animation, on va dire. Et donc quand on a fait une consultation hein, pour ce projet-là auprès de 3 graphistes qui ont proposé des projets, et moi je leur avais présenté le projet d'expo quand on a fait cette consultation pour expliquer un petit peu de quoi il s'agissait, ce dont on voulait parler, et leur dire ce qu'on attendait finalement d'eux, et j'avais beaucoup insisté sur cet aspect-là, sur la nécessité d'avoir un graphisme qui ne se substitue pas aux propos, qui soit au service finalement de ce qu'on voulait dire, mais qui lui donne un peu d'énergie, on va dire. Et c'est donc Cyril Cohen de l'agence Volume Visuel qui a assuré le graphisme de cette exposition, et qui a, je dois dire, à mon sens, très bien répondu à la demande qui lui avait été faite. Quelques éléments de calendrier. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, j'ai pas remis le tout début, j'aurais pu mettre ce séminaire-là, et puis les toutes premières propositions, je pense que ça va être en juin 2018, hein, les premières propositions qu'on avait faites. Après, il y a eu aussi un petit resserrement de calendrier, parce que comme ça arrive, enfin en tout cas à la BNF, régulièrement, on fait des programmations à très long terme, et puis de temps en temps, il y a des projets prévus qui ne se font pas. Et donc, il y a un trou dans la programmation. Et donc là, on peut avoir une opportunité, on va dire, de faire les choses plus vite
que prévu, donc c'est ce qui s'est passé pour cette exposition. Il était prévu qu'elle se fasse, mais sans doute plus tard, et puis on nous a dit, là on a un créneau en 2019, est-ce que ça vous intéresse ? Et donc on a dit oui. Donc finalement tout ça s'est fait dans un timing relativement rapide, enfin, il me semble en tout cas, puisque une présentation donc, au comité de programmation des expositions en septembre 2018, c'est-à-dire un an finalement avant le démarrage de l'expo. Et après je vous ai mis juste quelques exemples de dates un petit peu importantes. Première réunion de lancement, alors réunion de lancement pour expliquer la manière dont on fait une expo à la BNF, c'est qu'on a un commissaire d'expo, en l'occurrence c'était moi, on a un chargé d'exposition, qui est une personne qui travaille au sein du service des expos. On a la chance d'avoir un service des expositions qui produit les expositions de la bibliothèque. En l'occurrence, il s'appelait Jérôme Séjourné pour cette exposition-là. Et puis après, il peut y avoir un régisseur, etc. Là, il y avait un régisseur, mais c'était pas une grosse régie forcément. Mais voilà, il y a un graphiste qui lui est extérieur. Les personnes qui vont assurer les travaux graphiques, la réalisation vraiment l'impression de l'exposition, qui est aussi une société extérieure. Mais voilà, tout ça c'est étalé de cette manière-là dans le temps, jusque donc avec la finalisation complète et le BAT, puisque c'est une impression en fait. On a imprimé tout ce contenu-là et on l'a posé sur les panneaux qui existent déjà en fait, et qui sont en place dans cet espace-là. Et comme il y avait l'été au milieu, que ça démarrait en septembre, et ça voulait dire qu'en réalité il fallait que tout soit prêt avant l'été, parce que comme vous savez, au mois d'août, c'est pas forcément le moment où il se passe le plus de choses. Donc voilà, on a tout validé finalement au mois de juillet 2019. Le choix du titre, alors ça c'est des choses dont on a beaucoup discuté, on a fait des listes pendant longtemps pour essayer de trouver le bon titre pour que ce soit à la fois explicite, savoir de quoi on allait parler, que ce soit aussi un petit peu accrocheur, que ça dise quelque chose, que ce soit pas trop long non plus, parce qu'il fallait que ça rentre sur les documents de communication, etc. Il y a eu plusieurs propositions. Moi j'avais proposé l'enfer des livres pour enfants, parce que je trouvais ça drôle, à la Bibliothèque nationale évidemment, vous savez qu'il y a l'enfer, voilà, les livres interdits, etc. Et de mélanger ça avec le livre pour enfants, évidemment, c'était plutôt amusant, mais directeur des expos à l'époque avait fait remarquer que ça faisait quand même beaucoup de références contenues dans un seul titre. Il fallait déjà savoir ce que c'était que l'enfer dans une bibliothèque. Après, il fallait comprendre que c'était en fait quelque chose d'un petit peu ironique, etc., que ça faisait quand même beaucoup, et que c'était pas forcément extrêmement explicite. Après, on avait censure et livres pour enfants. Alors, le mot de censure, évidemment, il est beaucoup revenu quand on a parlé de cette expo. Moi, ça me dérangeait un peu parce que, en réalité, c'était pas complètement le sujet dont je voulais parler. Je voulais parler des discours à l'encontre des livres pour enfants, mais qui n'étaient pas forcément des censures proprement dites. Donc voilà, je trouvais que c'était une manière d'accrocher, mais un peu frauduleusement d'une certaine manière. Donc je n'avais pas trop envie que ce mot-là apparaisse dans le titre de l'exposition en tout cas. Et donc on a fini par se mettre d'accord sur ce titre-là, Ne les laissez pas lire, pour plusieurs raisons. Parce que c'était quand même drôle. Ce qui est toujours une bonne chose à mon sens, de faire ça à la BNF, une expo qui s'appelle Ne les laissez pas lire, voilà, il y avait quelque chose de quand même paradoxal, parce que je trouve que c'était aussi une manière de souligner le fait qu'on est dans un monde aujourd'hui où il y a une grande injonction à la lecture des enfants, pour des tas de raisons qui sont principalement la réussite scolaire et donc la réussite professionnelle et dans la vie. On dit il faut lire, il faut lire, il faut lire. Pourquoi ? Parce que vous allez être meilleur à l'école, vous allez faire des meilleures études, vous allez mieux gagner votre vie après. C'est un peu, je résume un peu, mais c'est à peu près ça. Et en même temps, pour autant, ils ne sont pas censés lire ce qu'ils veulent. En réalité, les enfants, quand on regarde un peu de près, ça va être oui mais pas ça, mais ça plutôt que ça. Bon, les mangas, ça va 5 minutes, etc. etc. Donc voilà, il y a quand même quelque chose d'un petit peu paradoxal, ambigu en tout cas. Et puis, bien évidemment, un clin d'œil à l'ouvrage de Geneviève Path, Laissez-les lire, voilà, qui, dans l'histoire de la joie par les livres, évidemment, je trouvais ça, ça me plaisait plutôt bien, on va dire. Je me dépêche peut-être un petit peu. Alors, on a aussi cherché pas mal un visuel qui soit un petit peu représentatif.
de cette histoire-là, ce qui était compliqué parce qu'évidemment on a beaucoup d'auteurs différents, beaucoup d'illustrateurs différents, français ou étrangers qui sont montrés dans l'expo, et pourquoi en choisir un plutôt qu'un autre, c'était quelque chose d'un petit peu pas évident, et donc on a fini par retenir le choix de ce visuel-là, qui est issu en fait d'une affiche faite par les bibliothécaires américains, dans le cadre d'une campagne qu'ils font tous les ans, qui est la semaine des livres interdits, en gros, une campagne de surveillance des questions de censure en bibliothèque, pour le coup, et pas seulement en bibliothèque, dans les écoles, beaucoup. Et voilà, c'était une image assez parlante, qui, du coup, explicitait aussi l'aspect... quand je dis ne laissez pas lire, je ne veux pas vraiment dire qu'il ne faut pas les laisser lire, en fait. ça permettait de dire qu'on était dans quelque chose d'un peu ironique, quand même. Alors, à quoi ça ressemblait? Donc ça, c'est juste pour vous montrer rapidement. Donc ce grand couloir, l'important, c'était aussi de jouer avec la monumentalité du lieu. Hein, c'est des panneaux de 6 sur 2, et c'est donc un couloir qui fait, je ne me souviens plus le nombre de mètres, mais enfin, c'est quand même long. Donc voilà, il fallait que ce soit un peu grand et un peu accrocheur. Cyril, il a joué aussi avec ces grands piliers en béton qu'on a et qui rythment un petit peu l'espace, en apposant des sens interdits tout le long, et ça rendait quand même assez bien quand on avait la vision totale. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il a fallu aussi jouer avec le lieu, sur le fait que on a aussi des entrées de salles de lecture, hein, dans cet espace-là, et donc ça fait des espèces de césures naturelles à certains endroits qui sont aussi une contrainte sur l'organisation, puisqu'il y avait plusieurs parties dans l'exposition. Voilà, quand on a une entrée de salle, ça fait un grand trou, donc voilà, on est un petit peu obligé d'en faire 2 parties différentes à cet endroit-là précisément, entre le panneau 12 et le panneau 13, et c'est pas entre le 14 et le 15. Je dis un peu au hasard, mais c'était à peu près ça. Donc voilà à quoi ressemblaient les panneaux. Des grands panneaux donc rectangulaires, avec à chaque fois une petite introduction, un numéro de partie, puisqu'on était divisé en 4 parties, et puis voilà, ces images présentées plus ou moins comme dans un livre, et puis les citations à côté. Ça, c'est pour vous montrer aussi un petit peu qu'on avait fait des petites... Alors Cyril, son propos, c'était de jouer graphiquement sur la signalétique du sens interdit, hein, donc ça je vous l'ai dit déjà, et puis aussi la question des gommettes, pour un rapport à l'enfance aussi, un côté un petit peu joyeux. Ça, j'avais envie aussi de quelque chose de pas trop sérieux, quoi, qui donne un petit peu de peps à tout ça, qui soit un peu enfantin, et donc cette idée des gommettes et des couleurs franches qui a plutôt bien marché. Et donc on a fait des petits repères chronologiques sur ces gommettes, ces grandes gommettes, à certains endroits, pour mettre en rapport finalement des événements importants qui se passaient en même temps. Et puis la personne qu'on voit aussi ici, elle est en train de consulter un livre, parce que quand même, pour essayer de compenser un tout petit peu le fait qu'on n'ait qu'une page à chaque fois, on avait quand même acheté quelques livres que les visiteurs pouvaient tourner les pages ici, donc il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait peut-être 6-7 quoi, dans l'expo. Voilà, ça c'est toujours pour vous montrer, je passe un peu rapidement, là on voit un petit peu mieux les petits repères chronologiques. Voilà, j'avais mis par exemple la création des PEGI, hein, dans le domaine du jeu vidéo, qui est un sujet un peu parallèle mais qui rejoint. Le découpage chronologique des grandes parties. Et puis voilà. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on commence en 1904? C'est parce que le tout début de cette histoire-là, dans l'expo, c'est l'abbé Bethléem, personnage très important qu'on a repris ici aussi en couverture du hors-série, qui a joué un rôle vraiment très fort, qui a été étudié par l'historien Jean-Yves Mollier, qui lui a consacré un ouvrage, et qui publiait notamment la revue des lectures, et avant ça les romans à lire et romans à proscrire. Donc c'était une espèce de guide de lecture pour les familles, notamment pour les femmes et les enfants, hein, mais pas que, donc il y a différentes catégories, et il faisait la liste de tous les mauvais livres, comme Les Patents par exemple, hein, petite citation, tout le profit qu'un lecteur ordinaire tirera des aventures des pieds nickelés, ce sera premièrement de croire que le plus grand bonheur possible sur Terre est de se saouler, et pour ceux d'avoir de l'argent. Bah oui, parce que ça
ça, c'est pas toujours possible. Deuxièmement, d'apprendre comment on peut flouer son prochain sans se faire prendre. Et troisièmement, de s'instruire dans le parler argotique. Une publication de cette sorte ne peut trouver place à aucun foyer honnête. Voilà, donc du Bethléem dans le texte. Le journal de Mickey, pas mieux, avec aussi un côté très, très xénophobe, antisémite, etc., hein, qu'on retrouve vraiment dans ses respects aux enfants de France d'abord, hein, c'était aussi quelque chose de très, très important pour lui. Alors la deuxième partie, là je vais un peu au pas de charge parce que déjà l'heure tourne et que je voudrais pas manger toute la place, et puis parce que vous retrouvez tout ça dans le hors-série de la revue des livres pour enfants qui contient en fait tout le contenu de l'expo et qu'on a publié en 2021. 20. C'est 2020, merci Catherine. Tu vois, voilà, plus tard que prévu parce qu'on a un petit problème de confinement, mais 21 quand même, ouais, 21. Voilà, tu as travaillé en 20, mais on a publié en 21. Ça, c'était le petit texte de Louis Powell dans Combat qui est assez, enfin, qu'il faut lire parce qu'il est hallucinant, de violence, hein, et s'adresse aux éditeurs de Revue pour la jeunesse en 1947 en disant combien d'enfants tuez-vous par semaine. Donc on est juste après la guerre, c'est quand même, les mots ont un poids, c'est très très frappant. Puis là c'est les débuts de la commission de surveillance des publications pour la jeunesse, et toutes les critiques à l'encontre de la bande dessinée américaine en particulier, ça c'est assez connu, ça a été pas mal étudié. Troisième partie, on passe après 68 et toute la révolution. Là, je passe parce que Loïc peut-être revenir dessus tout à l'heure, etc., etc. Et puis, dernière période, vraiment le plus contemporain, et en particulier, donc ça, c'est À poil la maîtresse, avec tout ça poil, et puis les questions, voilà, les réseaux sociaux, les pétitions, etc. Et là, c'était l'exemple de On a chopé la puberté, qui était en 2018, un livre qui a fait l'objet d'une grande attaque du côté des réseaux sociaux et qui n'a pas été réimprimé par son éditeur suite à cette polémique. Alors, juste très rapidement, dire qu'il y a des choses que j'aurais bien aimé faire qu'on n'a pas pu faire, notamment parler des comics de manière plus précise, parce qu'on avait le projet de montrer avant-après. Hein, vous savez que les comics américains, ils ont été beaucoup retouchés en France pour passer entre les fourches codines de la loi de 49, et on a un fonds Marvel à la BNF avec des documents originaux, et donc on aurait pu montrer les versions américaines et la version française à côté, où là on a il a la cible, mais il n'y a plus de sang qui jaillit de son crâne, il a été enlevé, ça c'est ma préférée, voilà, la jeune fille qui est au bord du lit, et elle a l'air très triste, mais là on ne comprend plus très très bien pourquoi, parce qu'il n'y a plus de cadavres, il n'y a plus de flingues, il n'y a plus de bouteilles de whisky, mais voilà, c'est beaucoup moins explicite dans la version française, voilà, mais tout ça n'a pas été possible pour des questions de droit, parce que les éditions Marvel n'ont jamais répondu à nos sollicitations, enfin ils ont posé des questions, et puis après ils n'ont plus répondu, donc on a dû éliminer un panneau. Autre regret, ça c'était le souhait de parler de François-Henri Vidal et de la grande polémique qu'il a opposée à Françoise Dolto, malgré les efforts très sincères et appuyés d'Hélène en termes d'intercession, nous n'avons pas réussi à aller au bout et à montrer des choses, donc voilà. Et puis quand même des choses chouettes, il y a eu beaucoup d'activités pédagogiques autour de cette exposition qui continue d'ailleurs, il y a un atelier qui continue à se faire avec des enfants et des jeunes, et puis on a fait pas mal de choses sur le site qui sont toujours en ligne, et on a réalisé un dossier pour la revue de la BNF avec une série d'articles, et puis donc ce hors-série, voilà. Et j'ai fini, je vous remercie beaucoup, et pardon parce que je crois que j'ai un peu débordé.